The Supreme Court is really slowing things down here. That is the claim of an entitlement to be a king, to be a dictator. Will he pardon himself? Absolutely he will. And who's going to be there to stop him? On revient sur cette décision de la Cour suprême des États-Unis d'entendre la demande d'immunité de Donald Trump. L'ex-président revendique le droit de ne pas être poursuivi pour ses tentatives d'annuler les résultats de la dernière présidentielle. Le plus haut tribunal du pays entendra ses arguments au mois d'avril. Il devra ensuite statuer. Mais les détracteurs de l'ancien président accusent la Cour de se traîner les pieds. Ils craignent que le candidat républicain se rende au 5 novembre sans avoir été jugé. Anne-Marie s'est entretenue hier avec Anne Dessine. Elle est juriste, spécialiste des États-Unis et autrice du livre « La Cour suprême des États-Unis, droit, politique et démocratie ». Madame Dessine, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir et merci de l'invitation. La Cour suprême accepte de regarder si Donald Trump a une immunité présidentielle, si le cas échéant, il a commis des actes criminels. Est-ce bien la question que la Cour va examiner? Oui, en fait, elle a essayé de poser sa question parce que sa prise de décision, c'est une toute petite opinion per curiam d'une page, en demandant dans quelle mesure, donc elle a rajouté dans quelle mesure par rapport à la décision de la Cour d'appel, parce qu'il faudrait peut-être qu'on rappelle ce qui s'est passé avant, dans quelle mesure M. Trump peut jouir de l'immunité absolue dont il dit pouvoir se prévaloir pour échapper au procès à Washington, D.C., pour tentative de subvertir les élections de 2020. Une audition qui n'aura lieu que le 22 avril, c'est assez tard, et la Cour d'appel, la décision remonte au début du mois de février. Est-ce que ici la Cour suprême joue le jeu de Donald Trump et de ses mesures dilatoires? Alors, c'est certainement la position du procureur spécial Jack Smith, parce que lorsque Trump a invoqué l'immunité dès le mois de décembre et que la première juridiction a statué contre lui et que Trump a fait appel, dès le mois de décembre, le procureur a demandé à la Cour suprême, ce qu'elle fait parfois, ce qu'elle a fait dans US versus Nixon par exemple, de sauter l'étape de la Cour d'appel et de se prononcer dans ce qu'on appelle une procédure d'urgence. Et elle a refusé, elle a dit non, je veux que la Cour d'appel statue. Celle-ci, à elle, fait très très vite pour organiser l'audience et ensuite pour rendre sa décision. Et là, on s'est demandé si la Cour suprême, finalement, ne préférerait pas se laver les mains de toute l'affaire et laisser cette décision en l'état, parce qu'elle est très bien motivée, elle fait une 60aine de pages, et lorsqu'on avait assisté à l'audience, les 3 juges, 2 plutôt libérales, mais une nommée par un président républicain, ont bien posé les questions pour montrer que c'est pas parce qu'on est président que, par exemple, on peut faire n'importe quoi. Et elles avaient donné comme exemple, si un président se sert des forces spéciales pour tuer un opposant, est-ce qu'il est couvert par l'immunité? Et les avocats de Trump étaient bien embêtés, ils ont bafouillé, il a dit il faudrait qu'il soit d'abord inculpé, destitué, etc. Donc en fait, sur le fond, il est clair que la Cour suprême va sans doute, peut-être dans des termes un peu différents, reprendre la position de la première instance de la Cour d'appel. Mais entre-temps, il se sera écoulé 6 mois et c'est bien sûr bénédiction pour Trump qui, il faut se rappeler que pendant 50 ans, il a eu des déboires avec la justice et que pendant 50 ans, il s'en est tiré avec quelques petites tapes sur les mains grâce à ses manœuvres dilatoires. C'est l'impression qu'on peut avoir qu'il s'en tire encore et qu'aucun procès criminel ne se déroulera avant l'élection du 5 novembre et que comme il devance déjà dans les sondages, s'il redevient président, il pourrait se gracier. Alors théoriquement, il ne peut pas se gracier, mais je dis bien théoriquement parce que depuis quelques années, des choses qu'on pensait impensables se produisent. Donc il y a même des scénarios extrêmement fantaisistes où, par exemple, Trump serait déclaré incapable pendant 48 heures et son ou sa vice-présidente pourrait le gracier pendant l'époque où il est à l'hôpital ou soi-disant pour subir un traitement. Et donc il serait gracié. C'est vrai qu'avec cette décision de la Cour suprême, compte tenu des délais, parce qu'ensuite il va falloir qu'elle rende sa décision, dans la meilleure des hypothèses début juin, peut-être fin juin, ensuite il faut que le procès se remette en état. Et puis là, Trump va dire, mais attendez, c'est en plein dans la campagne électorale, vous ne pouvez pas faire cela. Et on ne sait pas ce que va faire la juge. A priori, cela relève de la juge et non plus du département de la justice qui, lui, a une politique de ne pas interférer durant les campagnes électorales.
mais c'est compliqué. Et donc, toute l'idée de dire il faut laisser le peuple américain se prononcer, Oui. qui va être le raisonnement qu'on va trouver chez la Cour suprême dans sa deuxième décision, celle qui porte sur l'affaire du Colorado et l'inéligibilité, et elle va sans doute dire il n'est pas inéligible parce que le 14e amendement, la section 3, il faudrait la préciser, ou bien il faut... Enfin bon, elle va un petit peu botter en touche, et le résultat, c'est qu'il n'y aura pas d'inéligibilité. Mais ce serait bien en équilibre, ou ça aurait été bien, parce que maintenant c'est trop tard, que d'un côté, il y ait éligibilité de Trump, donc l'opinion, le peuple, les citoyens, les électeurs peuvent se prononcer, mais de l'autre côté, pas d'immunité, parce que c'est grave pour l'avenir de l'équilibre constitutionnel, parce que cela veut dire que les présidents ensuite, enfin ça va dépendre de la décision qui est rendue, mais quand même les décisions à l'avenir, les présidents peuvent avoir envie de commettre le type de méfaits commis par Donald Trump. Et surtout que M. Trump, s'il est réélu, il promet le premier jour d'agir comme un dictateur. Est-ce que le peuple américain n'aurait pas droit de savoir si Trump est coupable ou non pour avoir un choix éclairé le 5 novembre? Parce qu'un grand pourcentage quand même, un pourcentage de républicains ne souhaitent pas voter pour lui s'il est tenu criminellement, s'il est reconnu coupable. Sur le plan du principe, bien sûr, les électeurs américains devraient avoir le droit de savoir avant de mettre leur bulletin de vote. Et c'était d'ailleurs l'un des arguments majeurs invoqués par le procureur spécial Smith en décembre pour demander la procédure accélérée, et ensuite le mois dernier en lui disant ben voilà, on a une décision d'appel, laissez-la, elle est très bonne cette décision, vous n'avez pas besoin de vous en mêler, de perdre du temps. Et malheureusement, il n'a pas été entendu. Donc les électeurs vont se trouver dans la situation où ils doivent voter sans savoir si leur candidat va être condamné. Or, quand on voit les sondages, il y a vraiment une différence entre les gens qui disent oui, je vais voter pour Trump, mais deuxième hypothèse, et s'il est condamné? Et là, on perd 10-15% des électeurs qui n'ont pas envie de voter pour quelqu'un qui a été condamné par une juridiction. Donc, ça aurait été très important que l'on ait cette réponse avant l'élection de novembre. Donc, la Cour suprême fait tout un cadeau à Donald Trump. Avez-vous l'impression que, étant donné qu'il y a 3 juges nommés par Trump, avez-vous l'impression qu'il y a ici une décision politique de la Cour suprême ou pas? Oui, alors c'est vrai que Donald Trump a nommé 3 juges, et que pour ce qui s'est passé, il y en a 5 qui ont voulu donner un coup de main à Trump. Mais les 3 les plus, que j'appelle radicaux, sont même plus des conservateurs et qui sont vraiment très pro-Trump, c'est le juge Thomas, qui lui n'a pas été nommé par Trump, il a été nommé par George Bush il y a très longtemps. Mais sa femme est impliquée. Oui, sa femme, je laisse aller. Ouais. Sa femme est impliquée et il a refusé de se déporter, refusé de se récuser, alors que quand même il y avait des raisons majeures compte tenu du fait qu'on a des SMS de sa femme incitant les gens à prendre d'assaut le Capitole et incitant l'équipe de Trump à refuser les résultats de l'élection. Bref, on a le juge Thomas, on a le juge Alito qui a été nommé par George W. Bush en même temps que le Chief Justice, qui est complètement radical. C'est lui qui a rédigé l'opinion sur la fin de l'avortement au niveau fédéral. Et on a un des juges nommé par Trump qui est Gorsuch. Ces 3-là, ce sont les plus frénétiques. On savait qu'ils voudraient défendre Trump jusqu'au bout. Mais il avait été question que le Chief Justice, qui est très attaché à la légitimité de la Cour, réussisse à convaincre les 2 autres nommés par Trump, Kavanaugh et Barrett, de se joindre à lui, ou au moins l'un d'entre eux, avec les progressistes, donc les 3 femmes progressistes, les 2 nommées par Obama et celle nommée par Biden, pour accélérer la procédure et pour qu'il y ait une décision sur l'immunité rapidement. Manifestement, le Chief Justice n'a pas réussi et les 2 autres nommés par Trump ont rejoint le camp des radicaux, ce qu'ils ne font pas à chaque fois. Ce qui est très inquiétant pour l'avenir, parce qu'on me posait la question de savoir qu'est-ce qui se passera, est-ce que la Cour suprême pourra servir de rempart si Trump est réélu? Et c'est vrai que quand on voit ce type de comportement, je suis de moins en moins optimiste quant à une Cour qui jouerait le rôle qui lui a été dévolu dans la Constitution et dans le document rédigé par les pères fondateurs, le fédéraliste, qui est de servir de rempart aux droits, aux libertés et aux checks and balances, aux équilibres des pouvoirs. Madame Dessine, merci beaucoup pour votre éclairage, votre analyse. C'est toujours passionnant. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.